Salut les amis. Bah, j'ai retrouvé la parole. Euh, bon, aujourd'hui, pas de diatribe. Même si je voudrais revenir sur les messages que j'ai reçus par rapport à, par rapport à ça. J'ai vidé mon sac. Bon. Alors, il y en a qui m'ont dit oh, c'est pas bien, faut rester dans l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est déjà de s'aimer soi-même tel qu'on est. Et je pense que vous ne pourriez pas rester dans l'amour inconditionnel. Si par exemple quelqu'un maltraitait votre enfant, vous ne pourriez pas aimer cette personne d'un amour inconditionnel. Vous chercheriez à défendre votre enfant, ce qui est normal, ce qui est humain, naturel. D'autres m'ont dit qu'ils préféraient quand je leur parle ou que j'écris de l'amour, enfin des poèmes d'amour par exemple. Oui, je m'en doute. Et je préférerais faire que ça, à vrai dire. Et puis, il y en a d'autres qui m'ont dit, c'est bien, mais comme je me suis permis de juger, ils m'ont dit, tu devrais peut-être te lancer en politique. Alors, je reste à ma place. Hein. Je pense pas en avoir les capacités. Je pense pas pouvoir vous présenter un programme politique. Et puis, quand on voit ce que ça donne sur les individus, c'est-à-dire sur les hommes politiques au bout de quelques années, sincèrement, je suis pas sûr que ça soit une très bonne voie. Mais bon, après, chacun a son libre arbitre. Aujourd'hui, non, je vais vous parler plutôt d'autre chose. Parce que j'ai pas de programme politique, mais la Paix et Marche, en fait, elle avait un but. C'est un programme du cœur. Et je crois que je vous ai montré que j'en avais du cœur malgré tout. Alors pour ceux qui m'ont pas suivi depuis le début, donc je suis parti, j'ai fait une première phase d'entraînement de 40 jours. J'ai marché avec mon sac à dos, ma toile de tente, d'Amsterdam, en passant par Anvers, Bruxelles, Reims, Paris, pour voir si je pouvais me confronter encore au grand sentier de France. J'en ai conclu que oui, je pouvais. À l'issue de quoi, je suis resté un peu de temps sur Paris pour essayer de chercher des financements et des soutiens avant de me lancer dans la Péri-Marche. J'ai parlé de mon projet et notamment, comme je voulais marcher pour promouvoir la permaculture comme une façon d'aider les mal logés. Donc je me suis adressé à la Fondation Abbé Pierre. J'ai été les voir à leur siège. J'ai été reçu et puis on m'avait assuré que j'aurais une réponse. Mais malgré une ou deux relances par mail, je sais plus, j'en ai pas eu. Voilà, donc j'ai été chercher d'autres soutiens, mais j'en ai pas eu. Je pense que pour certains, le projet semblait pas viable. Je peux le comprendre. Donc j'ai décidé de pas abandonner et de continuer à faire mes preuves pour le rendre un peu plus crédible. Et donc j'ai fait une deuxième phase d'entraînement où j'ai fait le tour de la région parisienne sur le GR1, sur 600 km en 20 jours, 19 même il me semble. Et j'ai ainsi démontré que
j'étais en mesure de marcher 30 km jour. La distance qu'il fallait que je parcours en moyenne pour réussir le Grand Sentier de France en 12 à 14 mois. Alors j'ai continué à chercher des soutiens. C'est à ce moment-là que j'ai créé cette page Facebook. Pour montrer plus clairement en fait le concept en fait de cette marche. Et puis exprimer les buts que je recherchais. Donc j'ai continué à chercher des soutiens, et notamment des gens du milieu artistique. Mais j'en ai pas eu. Franchement, j'ai pas de rancœur, hein, parce que je peux comprendre que ça paraissait peut-être un peu foufou. Alors pour ceux qui connaissent les conférences d'Idriss Alberkam, j'espère que j'écorche pas son nom. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous conseille d'aller jeter un œil. Et pour ceux qui connaissent, il parle d'un concept, c'est que toute idée nouvelle passe par 3 phases. D'abord, la première phase, elle paraît ridicule. Pensez que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil et pas le Soleil qui tourne autour de la Terre. Ça paraissait à l'époque ridicule. Et puis après, l'idée est devenue dangereuse parce que ça remettait en cause trop de dogmes. Et donc, à l'époque, quand ça remettait les dogmes en cause, on faisait la chasse aux sorcières, quoi. Et puis, enfin, la dernière phase, elle devient évidente. Alors, mon projet paraissait peut-être ridicule à l'époque. Je sais pas à l'heure actuelle s'il paraît dangereux, mais je vois pas en quoi. Je vois plus en quoi au regard des événements actuels. Et du nombre de personnes qui vont perdre leur emploi, et du nombre de personnes qu'il va falloir soutenir après cette crise du coronavirus, et puis avec cette incertitude de savoir si ça va revenir, si on va se retrouver à nouveau confiné. Voilà. Les conséquences de la crise économique, etc. etc. Alors après, j'ai fait une 3e phase d'entraînement où je suis parti de la région parisienne et je suis passé par Amiens pour finalement arriver à Sedan, la ville que j'avais choisie comme départ pour faire le Grand Sentier de France. La ville de Sedan qui a une belle devise, je trouve. Donc c'est symbolique de partir de cette ville. Puisque c'est une diquée robure et ça veut dire force de toutes parts. Et puis enfin, je suis parti le 20 décembre, le jour de mon anniversaire, sur le Grand Sentier de France, pour faire les 10 000 km en 12 à 14 mois. Alors, pour ceux qui m'ont suivi pendant ce moment-là, j'ai quand même passé des mauvais moments. Beaucoup sous la pluie, un hiver particulièrement humide, beaucoup de tempêtes. Je pense que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu autant de tempêtes hivernales. J'ai marché jusqu'au 20 mars, c'est-à-dire 3 mois jour pour jour. Et puis j'ai tenu le coup malgré tout. Et puis il y a eu le confinement et puis j'étais obligé de m'arrêter. Voilà, c'est tombé à l'eau, c'est le cas de le dire. Au moment où les jours rallongeaient, donc j'avais plus de temps de marche, et surtout où les conditions climatiques étaient meilleures, parce que depuis,
Il fait quasiment beau tous les jours. Voilà. Donc forcément, j'ai passé un mauvais moment en confinement parce que j'étais déconfiné en pleine nature depuis 7 mois, puisque j'avais commencé la première phase d'entraînement le 20 août. Bon, voilà. Faut avaler la pilule. Je pense qu'aujourd'hui, je l'ai avalée. Par contre, ce que j'arrive toujours pas à avaler sans faire de diatribe, c'est notre société actuelle. Et notre égoïsme collectif même. Voilà, je parle d'égoïsme collectif, je parle pas d'égoïsme individuel. Voilà. Alors je commençais malgré tout à me faire un peu remarquer sur ce grand sentier de France. Grâce aux amis de la Périmarche, à Marie et à Patrice notamment, j'avais réussi à avoir des articles dans des journaux locaux. J'avais même réussi, ils avaient réussi à me faire avoir un reportage sur France 3, Bretagne, à l'époque où le confinement avait commencé et où ils faisaient un programme unique avec France 3 Centre, je crois, et Pays de la Loire. Donc avec pas mal d'audience. Et je pense que si j'avais pu continuer, petit à petit, j'aurais pu faire connaître la Périmarche. Parce que mon but, c'était pas de me mettre en avant. Comme aujourd'hui, vous voyez, ce que je veux mettre en avant, c'est la nature. C'était mon projet. J'apparaissais très peu, jamais sur mes vidéos. Dans les médias, obligé. À un moment, il faut se montrer. Voilà. Alors l'idée initiale de la Périmarche, ça a toujours été la même. C'était de marcher pour montrer qu'on pouvait faire des grandes choses en ralentissant finalement. C'est-à-dire pas en voiture, ou même pas en vélo, mais en marchant et réaliser ce Tour de France. Et donc de prôner de ralentir. Avant d'arriver à la catastrophe qui est due au coronavirus, entre autres, mais aux catastrophes climatiques, etc. Et pour soutenir les enfants qui, depuis des mois, faisaient des manifestations pour faire prendre conscience au monde des adultes, même si une grande partie du monde des adultes a conscience du problème, mais voilà, mais contrairement à 68, on n'a pas suivi les enfants. Le monde des adultes ne s'est pas levé à leur côté en masse. Et donc on les a laissés dans l'échec. Et voilà. Et je voulais pas les laisser dans l'échec. Et donc je voulais porter leur message d'espoir dans un autre avenir. Et donc promouvoir la permaculture, pas seulement comme une façon de jardiner, parce que c'est beaucoup plus global que ça. La permaculture, c'est pas forcément le jardinage. Ça peut être boulanger, faire du pain en utilisant le moins de ressources possible, en utilisant du blé cultivé biologiquement et avec respect de la nature. Voilà. C'est pas nécessairement devenir agriculteur. Ça peut être cuisiner avec des herbes, etc. Enfin, plein de choses. Il y aurait plein de métiers, en fait. Donc, voilà, je voulais promouvoir ça. Et puis, je pense que le problème, c'est que on veut pas voir la pauvreté. On veut plus la voir parce qu'elle nous fait peur. Parce qu'on sent bien qu'on est tous en train de s'appauvrir. Et que du coup,
on a tendance à les rejeter, et même si de temps en temps on donne une pièce comme ça, parce qu'on a quand même bon cœur, je pense, globalement. On n'arrive pas, enfin tout du moins la société n'arrive pas à régler le problème. Alors si j'avais pu porter le message plus haut, j'avais un projet de cœur et je vais vous en faire part. Une idée, pas un programme politique, un programme du cœur et un programme de fraternité entre tous les Français. Mon idée, c'était à la suite de la Péri-Marche et du Grand Sentier de France, c'était de lancer une initiative, une marche, mais pas individuelle celle-ci, une marche collective, une marche de nous tous. Et c'est pour ça que je vous ai pas parlé de ça dès le début, parce que il aurait fallu qu'on soit plus nombreux que 3800 sur cette page, ou tout du moins que j'arrive à me faire plus connaître dans les médias. Et c'était ça mon idée, une marche, mais pas une marche pour prôner la révolution, une marche blanche. C'est-à-dire de lever en fait le drapeau blanc et de tendre la main à nos hommes politiques. L'idée c'était de prévoir une journée et qu'à une heure précise, nous tous, les Français, on aille déposer le drapeau blanc dans nos mairies. C'est-à-dire pas tous venir manifester à Paris, mais aller marcher calmement, fraternellement, en tendant la main, en levant le drapeau blanc, pour dire cette fois on fait une trêve entre en gros les deux mondes qui s'affrontent, ceux qui restent pauvres et dans la difficulté, et puis ceux qui profitent un petit peu de leur qualité, et on peut pas leur reprocher pour surnager dans ce monde. Et cette marche blanche, cette marche du cœur, où tout le monde se vient en tendant la main et pas en cherchant à s'affronter comme ça, en train d'arriver. Elle voulait porter un message, un désir. Et ce plan, j'en ai parlé à quelques personnes. Ce plan, c'était d'exiger de nos hommes politiques, à travers ce drapeau blanc qu'on leur tendait, qu'1% du PIB soit géré par les Français, par le peuple. 1% seulement. 1% du PIB. Alors avec la crise économique, je ne sais pas exactement ce que ça va donner, mais le PIB était à peu près de 2000 milliards d'euros, c'est-à-dire notre produit intérieur brut, c'est-à-dire ce qu'on produit, nous, tous, Français. 1%, ça représentait 20 milliards d'euros. Et ces 20 milliards d'euros, je voulais que ce soit le peuple qui le gère. Alors c'est pas moi qui l'aura géré, hein. Je suis un très mauvais gestionnaire. J'ai des idées, mais je sais pas bien les gérer, donc faut se remettre à sa place, hein. On n'a pas tous les mêmes qualités. Mais mon idée, c'était que c'est... alors je sais pas, c'est 1%, c'est 15 à 20 milliards d'euros. C'est-à-dire de nos impôts, etc., hein, reviennent à notamment deux associations. Deux associations qui ont été créées par deux hommes de cœur. La Fondation Abbé Pierre et son combat pour le mal logement, et l'association des Restos du Cœur de Coluche,
parce que ces deux hommes-là, ils nous avaient montré la voie. Euh, et ces deux associations, elles n'ont pas assez de moyens à l'heure actuelle pour agir. Voilà. Et puis je voulais les réunir avec l'association Colibri. Voilà. Et que ces trois associations marchent main dans la main, avec 15 milliards d'euros en poche, pour créer, ou pour faire avancer en tout cas, et développer la permaculture sur le territoire, et ainsi venir en aide aux plus pauvres, mais à l'heure actuelle aussi tous ceux qui vont perdre leur emploi, etc. 15 000 milliards d'euros, 15 milliards d'euros, pardon, 15 000 millions d'euros. Ça permettrait de créer plein de structures, quoi, en très peu de temps, de développer en très peu de temps l'agroécologie, de former les gens à ça, de changer un peu la société, aller dans le bon sens, accélérer un peu vers ce qui sera inévitable. De toute façon, c'est revenir à des méthodes culturelles plus saines, et de toute façon, c'est bon pour tout le monde. Et puis ces gens-là, ils pourraient se nourrir sainement. À l'heure actuelle, la Fondation Abbé Pierre, elle a un budget de 56 millions d'euros, il me semble. Un chiffre d'affaires, pardon. Et on voit là à l'heure actuelle avec la crise, Emmaüs est en difficulté parce que forcément ils n'ont pas pu vendre pendant toute cette période-là. Et ils seront encore en difficulté parce que malheureusement le concept était bon à l'époque de l'Abbé Pierre, mais à l'heure actuelle les gens ils vont avoir moins d'argent, donc ils vont se débarrasser moins facilement de leurs anciennes affaires. Et puis les Restos du Cœur aussi vont être en difficulté parce que les gens ayant moins de moyens, forcément ils vont moins donner aussi, parce qu'ils ont d'abord besoin de se nourrir eux-mêmes. Et donc le concept de réunir ces deux associations sous le couvert de avec le lien de l'association Colibri, ça permettait de régler deux problèmes pour ces associations. Ça permettait de régler le problème de la Fondation Abbé Pierre, en créant des structures où ils pourraient continuer à aider des gens dans la difficulté, mais à la campagne en fait, et donc de produire et de se financer, quoi. Et puis ça permettait au Resto du Cœur de rentrer, de pouvoir distribuer de la nourriture plus facilement, puisque produite par la Fondation Abbé Pierre, et qui aurait pu céder les surplus. Voilà le concept, voilà l'idée que j'avais eue. Voilà. Alors, je vous en fais part parce que je vois bien que là, je stagne. Bon, vous appréciez bien mes petits textes, enfin, ça dépend lesquels. Mais j'ai plus d'armes pour me battre, entre guillemets. L'arme que j'étais en train de me faire, c'était sur le Grand Sentier de France, mais c'est tombé à l'eau. Voilà. Alors voilà. Je sais pas si... Je voudrais que vous ne me jugiez pas, moi, mais la cohérence du programme de cœur que je vous propose là aujourd'hui. Et je vous demande humblement une dernière fois de... si vous trouvez que c'est cohérent, et si vous êtes d'accord avec moi, et si vous pensez que c'est un bon plan, une bonne idée, que 1% de nos impôts et enfin 1% du PIB soit géré par les Français et non plus par les hommes politiques, à travers ces deux fondations de cœur, construites sur le cœur, a priori désintéressées, et qui possèdent déjà toutes les structures, que ce soit dans les villes et
et à la campagne. Et tous les personnels pour venir en aide à ceux qui vont se retrouver bientôt en difficulté. Voilà le projet que je voulais vous partager. Voilà ce que j'avais essayé de créer, de mettre en place. Et puis j'y suis pas parvenu. Donc voilà, aujourd'hui je vous demande, ne me jugez pas moi, mais jugez le projet. Et si vous croyez au Père Noël, et si vous voulez que j'y croie à nouveau, faites-moi ce cadeau-là. Partagez au plus grand nombre. Et puis si cette fois la vidéo devient virale et qu'elle arrive à être partagée à beaucoup de monde, je vous donnerai une date pour cette marche à une heure précise. Mais inutile de fixer une date et une heure si j'ai pas votre soutien. Voilà. Cette marche, je veux pas en être le chef. Y a pas de chef. On est tous notre propre chef et responsable de nos actes qui définissent qui nous sommes. Donc si vous pensez que mon projet de cœur a une valeur, si vous voulez pas rester dans la fatalité de on ne peut rien y faire de toute façon, partagez. Partagez pour nos enfants. Parce qu'il y a une chose que dont j'arrive pas à me résoudre. C'est de laisser un monde à nos enfants que l'on voit mourir devant nos yeux. Que vont devenir nos enfants, sérieux, avec plus de chômage, des revenus amoindris. On nous parle déjà qu'il va falloir travailler plus pour moins. Et puis surtout, on est encore en train de nous monter les uns contre les autres. Là, sous couvert de racisme. Alors que, très franchement, bien sûr qu'il y a des violences policières. Je dis pas que c'est bien, mais c'est pas forcément contre des noirs, c'est aussi contre des blancs. Il y a des blancs qui ont perdu des yeux durant les manifs des gilets jaunes. Mais on peut pas leur en vouloir à la police de s'énerver et puis de se défendre un peu violemment des fois parce que quand on leur montre de la violence. Donc il y a peut-être des racistes dans la police, mais il y a toutes les couleurs de peau dans la police à l'heure actuelle. Voilà. Alors Léonard de Vinci disait que on apprenait dans la nature. Ces leçons dans la nature. Voilà. Ce qui se passe en ce moment, c'est qu'il y a deux mondes qui s'affrontent. Le monde de ceux qui veulent que les choses changent et puis le monde de ceux qui veulent que les choses restent comme elles sont parce qu'ils en profitent à l'heure actuelle encore. Mais vous voyez, cet arbre, il a les mêmes racines et nous avons tous les mêmes racines communes. Et puis, il y a un endroit où les deux troncs sont soudés et où ils se rejoignent. Je crois que c'est ça qu'il faut faire aujourd'hui. Faut se tendre la main entre le peuple et nos élites. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple. Donc, je pense que si cette marche blanche aboutit, ne pourront pas faire autrement que de nous refuser ça. Ce serait pas démocratique. Surtout si on est des millions à se rejoindre devant les mairies pour déposer le drapeau blanc.
Je crois que je vous ai tout dit, les amis. Ce qui manque à nos hommes politiques à l'heure actuelle, c'est une histoire nationale. Et donnons-leur une histoire nationale par cet acte. Et rendons un hommage et un service aux deux hommes de cœur qu'on a eu en France, l'abbé Pierre et Coluche. Ciao.